Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt. En 2021, l'idée que l'univers a eu un commencement à la suite du Big Bang célèbre ses 90 ans. Pour l'occasion, l'astronome Jean-René Roy reprend le recueil des 5 conférences données par Georges Lemaître et dans lesquelles ce père du Big Bang explique sa démarche scientifique. Comme le relate Jean-René dans son livre, l'idée que l'univers serait né de rien à la suite d'un Big Bang il y a quelques milliards d'années était aussi inacceptable il y a un siècle que l'est au contraire que c'est accepté de nos jours en fait. Effectivement, c'est une théorie très solide de nos jours. Dans l'entretien qui suit, vous l'aurez compris, Claude reçoit dans cette émission, il va recevoir Jean-René en entrevue. Bien, non seulement il nous fait découvrir cet important mais méconnu savant, un véritable personnage, vous allez voir, mais également il fait valoir que le temps n'existe pas. Il en profite aussi pour déboulonner un certain nombre de mythes. Claude l'a interviewé, donc c'était le 26 novembre 2020. Je vous laisse en bonne compagnie. Bon voyage au commencement de l'univers. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue encore à un autre balado de Voyage dans l'espace. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau à mon micro Jean-René Roy, un astronome professionnel québécois qu'on connaît bien parce qu'on a fait au moins 2 balados avec lui. Le premier, c'était il y a 1 an parce qu'il avait sorti son Xème livre, parce que Jean-René écrit beaucoup, qui s'appelait 30 images qui ont révélé l'univers. C'était Richard Massicotte à l'époque qui l'avait interviewé. Et puis, quelques mois plus tard, Jean-René et moi, on a fait une entrevue sur la matière et l'énergie noire. Donc, qu'est-ce que c'est? Et c'est notre balado le plus écouté. C'est notre vedette balado. Donc, c'est toujours un plaisir d'avoir Jean-René à nos micros. On connaît assez bien Jean-René comme astronome. D'ailleurs, dans le cadre du balado sur la matière et l'énergie noire, on avait parlé un peu de sa démarche, sa vie, sa carrière. Aujourd'hui, on va explorer un peu plus Jean-René l'écrivain, Jean-René l'auteur, parce que Jean-René a écrit plusieurs livres de vulgarisation scientifique. Et à ce moment-là, on va voir un peu les différents thèmes qu'il a abordés et surtout, on va parler de son plus récent livre qui nous présente un chercheur qui est malheureusement méconnu, mais qui a fait des travaux très importants, qui s'appelle Georges Lemaître. On va donc découvrir que Georges Lemaître est un peu à l'origine de la théorie du Big Bang qu'on connaît tous aujourd'hui. Bonjour Jean-René, comment allez-vous? Bon après-midi à tout le monde, quelle que soit l'heure où vous écoutez. Exactement. Et même les gens, il faut peut-être dire un détail. On avait reçu Jean-René pour la matière et l'énergie noire au mois de mars 2020, c'est-à-dire au tout début de la pandémie. Et on le reçoit 6-8 mois plus tard et on est encore en pandémie. On aurait, je pense, pas pensé ça à l'époque, mais on est en train de traverser une pandémie, d'où l'idée qu'on fait notre balado à distance. On n'est pas en studio comme on l'était la dernière fois. Sur ça, Jean-René, j'aimerais que vous me parliez. Vous avez écrit une demi-douzaine de livres de vulgarisation scientifique? Il y en a une douzaine, là, dont 3 sont en 2e édition. Donc, autour d'une douzaine en anglais et en français. Le plus grand nombre est maintenant en français. Oui. Est-ce que c'est pas tout à fait votre premier, mais un de vos premiers, c'était les héritiers de Prométhée? Précédé par ça, et j'ai fait l'astronomie et son histoire, qui il y a bien des années, 1983. OK. Ça a été ensuite, d'ailleurs, j'ai toujours voulu écrire, maintenant étant supposément à la retraite, j'y prends énormément plaisir et pour moi, qui a toujours été un pédagogue, un professeur dans l'âme, je trouve que c'est une façon de continuer, en fait, cette tâche qui est une passion. Et le livre est un outil absolument extraordinaire parce que il est difficile peut-être de faire répéter le professeur en classe, surtout après plusieurs fois, il va devenir impatient, mais
dans un livre que vous avez, vous pouvez toujours y retourner. Et j'ai accumulé dans toute ma carrière, qui fait 50 ans maintenant, beaucoup d'idées. Et j'ai mis ça dans mon classeur cérébral et maintenant, on dirait que ça sort tout seul. Oui. Oh, intéressant. Parlons un petit peu de votre livre, justement, les héritiers de Prométhée. Prométhée, c'est un personnage de la mythologie grecque qui avait volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Et le feu, c'est un peu la connaissance. Absolument, la connaissance, le savoir-faire, comment travailler le métal, c'était dans la mythologie grecque d'origine. Mm-hmm. Et ce livre, parce que je parlais de ma fonction de professeur, d'enseignant, comme le premier, l'astronomie, son histoire, de 1982, d'ailleurs, qui a eu certaines réimpressions, 83 et 87 et 90, les héritiers de Prométhée, c'est aussi fondé sur un cours que j'ai donné aux étudiants futurs enseignants en sciences. Okay. Et c'est un cours qui s'appelait Sciences et Société et j'avais développé à partir de zéro beaucoup de thématiques et finalement, je me suis rendu compte que tout cela pouvait être retissé, remis et beaucoup plus facilement que l'astronomie, son histoire. C'est un livre plus petit et que j'ai publié en livre en 1998 et que j'ai repris en deuxième édition en écrivant une préface et une postface pour un peu une remise à jour. Ça a été publié en 2017, toujours aux presses de l'Université Laval. Et en relisant ce livre, je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien à changer, sauf quelques coquilles à corriger. Et mon propos demeurait d'une très, très grande actualité, en particulier en 2017, dans la postface, je mettais de l'avant la préoccupation qu'on avait à l'époque avec les zoonoses, les maladies virales ou bactériennes qui émergent des animaux. Et imaginez où on est maintenant. Ben oui. Donc, ce fut mes 2 premiers livres, inspirés très étroitement des cours que je donnais à l'Université Laval à mes étudiants. Et enfin, en 2000, j'ai quitté l'université pour aller travailler à l'Observatoire Gemini et ensuite dans d'autres institutions américaines. Et là, j'ai ramassé beaucoup de matériel de sorte que dès 2012-2013, là, je me suis mis à la réécriture et j'ai sorti les carnets d'un astrophysicien, entre autres. OK. Vous avez fait un autre livre dont le titre est intriguant, c'est « Sur la science qui surprend, éclaire et dérange ». Oui, ça, c'était 2018. Là aussi, c'est un peu la suite des héritiers de Prométhée. Et en fait, là, j'ai voulu un peu aller plus dans le détail pour partager avec les gens de ce que moi j'avais vu comme professeur, comme chercheur et aussi comme gestionnaire des grandes installations scientifiques aux États-Unis et en Europe, d'expliquer un peu mon expérience de comment je vois comme le fonctionnement de la science, comment les idées émergent, comment ils sont mis en hypothèse, ensuite comment on essaie de faire de l'expérimentation ou des prédictions pour vérifier ces hypothèses et si ces hypothèses se concrétisent, comment développer la théorie beaucoup plus structurée qui nous permet d'aller plus loin. Donc, toute cette démarche-là, ça m'a toujours intrigué et d'ailleurs, je dirais que tous mes livres, c'est un peu ça, d'essayer d'expliquer et de montrer de mon point de vue de praticien, de scientifique de terrain, comment tout cela fonctionne et comment notre connaissance du monde s'accroît avec le temps et comment la connaissance qu'on a de nous, qui on est, d'où on vient, où on va aussi, s'accroît aussi en même temps. Donc, c'est cette démarche qui est basée finalement sur la curiosité qui est le moteur essentiel de la recherche scientifique. Vous nous montrez beaucoup comment fonctionne la science, comment évolue la science. D'ailleurs, l'an passé, parce que vous publiez à peu près un livre par année, l'an passé, vous avez sorti un livre dont on a parlé pendant un balado. C'était 30 images qui ont révélé l'univers. Encore là, vous nous faites explorer l'histoire de la science, l'évolution de la science. Dans le cas présent, c'était l'astronomie. Exactement. Dans ce cas-ci, je suis plus pointu. Mes livres sont toujours un petit peu savants. C'est pour ça que j'aime pas me faire appeler vulgarisateur. Okay. Je suis plutôt un explicateur. Donc, je suis un pédagogue. J'aime
expliquer les choses. Parce que dans vulgarisateur, pour moi, ça implique un peu la notion de simplifier les choses. Okay. Ce que j'essaie, c'est de ne pas simplifier les choses. J'essaie de trouver la façon d'expliquer où la personne qui me lit, qui m'écoute, va comprendre comment le chercheur comprend la même chose. Okay. Donc, pour moi, c'est très important. Et dans 30 images, là, je suis plus pointu. Je prends quelque chose de précis, une science, une discipline que je connais bien, l'astronomie, et là, je regarde un aspect de cette discipline qui est celui de la prise et de l'analyse et de l'interprétation des images. Parce qu'en astronomie, on n'a pas tellement le choix. En général, on ne peut pas se rendre aux galaxies, aux exoplanètes. On prend des images, on prend des spectres, l'information nous arrive à distance. Et là, mon but était de montrer comment les images ont été l'outil par lequel on a exploré l'univers et comment on a trouvé toutes sortes de trucs de prendre des images. Souvent, on y trouve des surprises, des choses inattendues. D'autres fois, c'est ce qu'on cherchait, comme lorsqu'on prend une portion de ciel, on la photographie et on trouve, comme en 1800 quelque chose, la planète Neptune qu'on avait prédit à cause des perturbations de la planète intérieure Uranus. Et donc, l'image, tout de suite, visait quelque chose dans le ciel qu'on s'attendait à trouver. Mais c'est pas toujours comme ça. Souvent, il y a des choses qui apparaissent auxquelles on s'attendait pas. Donc, comment l'image, justement, nous révèle l'univers? Comment on apprend par l'image? Et dans les autres sciences, il y a d'autres moyens. En physique, c'est l'expérimentation au moyen des accélérateurs. Maintenant, on parle beaucoup de virus. Une des méthodes d'exploration des virus, c'est l'imagerie par technique de microscopie électronique à très, très haute définition. Donc, là aussi, l'image, en passant, est extrêmement importante. Mais il y a toutes sortes de moyens. Hein. Le géologue, lui, il va prendre des morceaux de roche sur le terrain, il va les analyser du point de vue minéralogique et déduire beaucoup de choses sur l'univers. Mais l'astronome est limité aux images à cause de la distance, comme tous nos éditeurs le réalisent. Donc, pour moi, c'était dans cette démarche là, dont on parle maintenant, Claude, c'est cette dimension épistémologique, un grand mot qui veut dire comment on connaît, comment on entre en relation avec notre environnement et on trouve un moyen d'en sortir de l'information qui nous donne des connaissances sur l'univers, sur le monde qui nous entoure. D'ailleurs, vous parlez beaucoup de l'importance de l'image en astronomie et peut-être que l'astronomie, c'est une des sciences qui nous offre les plus belles images, les plus spectaculaires images. C'est un outil important pour les astronomes, mais c'est un outil extraordinaire aussi pour le commun des mortels qui avons la chance d'admirer les beautés de l'univers. Vous aviez fait auparavant un livre qui est un peu le précurseur du livre 30 images en anglais, là, Unveiling the Universe, qui était qui parle du rôle de l'image dans justement les découvertes astronomiques. Oui, et ça, c'était exactement la même démarche que je viens de décrire, mais c'était encore plus pointu cette fois-ci. C'est mon livre le plus savant à l'heure actuelle, publié aux presses de l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne. Donc, le livre-là, c'est un peu la même démarche que je viens de décrire en général, mais d'expliquer comment l'image au fil des siècles, a été l'outil qui nous a permis de découvrir le monde des galaxies qu'on ne suspectait pas. Si les anciens pouvaient voir le ciel étoilé et imaginer des mondes étoilés, etc., jamais on n'avait imaginé le monde des galaxies tel qu'on l'a mis en évidence au début du 20e siècle. Donc, c'est mon livre plus savant, qui est plus pointu en termes du sujet dans la discipline astronomie, plus pointu que 30 images, qui s'adresse plus aux étudiants avancés à l'université ou même à mes collègues chercheurs qui m'ont souvent félicité pour le livre et souvent qui m'ont dit qu'ils avaient appris énormément de choses dans mon livre. Ça doit faire plaisir quand ses propres collègues vous disent qu'on a appris des choses, ça doit faire très plaisir. Dans ce livre-là, vous nous avez introduit un personnage, dont celui dont on va parler aujourd'hui. Vous parliez de Georges Lemaître, hein, vous l'expliquiez, son rôle important dans l'astronomie. Oui. D'ailleurs, je parle de Georges Lemaître assez en détail dans Unveiling Galaxies, The Role of Images in Astronomical Discovery. Je parle aussi beaucoup de Lemaître dans
sur la science qui surprend, éclaire et dérange. OK. Dans la partie surprendre, je parle de la découverte de l'expansion de l'univers par Georges Lemaître en 1927. Donc, c'est un aspect très intéressant, finalement, qui va mener à mon tout dernier livre à propos de Georges Lemaître. Donc, un des plus grands astrophysiciens et cosmologistes du 20e siècle, assez peu connu, mais maintenant qui revient beaucoup à la mode. C'est ça. D'ailleurs, c'est l'objet justement de votre plus récent livre, celui qui est encore tout chaud, qui vient de sortir, donc Georges Lemaître ou la naissance du Big Bang. Parlez-nous un peu qui il est, Georges Lemaître, en quoi il est important? Georges Lemaître est un cosmologiste, mathématicien, absolument un athlète de la relativité générale, un peu aux grandes dames de Einstein, parce que Lemaître voyait des choses qu'Einstein refusait de voir, entre autres que l'univers n'était pas statique. Donc, en 1927, Lemaître publie un article qui finalement fait une réanalyse des équations de la relativité générale et va contredire Einstein et montrer que l'univers doit être dynamique dans le sens que l'espace ne peut pas être stationnaire. C'est pour nous inimaginable de penser à ça. D'ailleurs, je demande à nos auditeurs de laisser leur intuition de côté un petit peu et de se laisser aller dans ce grand ballet là, qu'on va faire. Donc, un peu comme vous ne pouvez pas faire tenir un crayon sur sa pointe. Il va tomber. Donc, Lemaître montre en 1927 que l'interprétation qu'Einstein avait faite de ces théories pour finalement aboutir à un univers, un espace stationnaire. En gros, les galaxies restent toujours à la même distance les unes des autres. Lemaître démontre que ça ne tient pas. Et d'ailleurs, Lemaître ne savait pas encore qu'un jeune cosmologiste mathématicien russe avait été arrivé un peu au même résultat 3 ans auparavant. Attendez un petit peu, avant d'aller trop vite. Juste expliquer 2 détails. D'abord, Einstein et Lemaître sont contemporains. Ils se sont rencontrés. Lemaître a confronté Einstein sur sa propre théorie. Il faut le faire. Hein? Oui, absolument. D'ailleurs, ce que Alexandre Friedman, le jeune Russe que je viens de mentionner, avait d'ailleurs envoyé un petit peu son interprétation à Einstein. Et Einstein, je pense, lui avait pas répondu ou il a fallu que quelqu'un lui rappelle à l'ordre qui peut-être devrait répondre. Donc, Einstein... comme il n'était pas seul, depuis l'Antiquité, Aristote, Isaac Newton et même à l'époque d'Einstein, un grand astrophysicien comme Arthur Eddington, pour eux, l'univers était éternel. Il n'y a pas eu de commencement. Donc, l'univers, avec le temps, a toujours les mêmes propriétés. Oui, les choses évoluent, meurent, renaissent. Mais à très long terme, tout demeure pareil. Donc, l'univers est statique. C'est statique. Pour nous, ça nous paraît bizarre parce que l'idée émise par Lemaître, on va y revenir, là, implique qu'il y a eu un commencement. Et ça, philosophiquement, et même pour la plupart des scientifiques, c'était inacceptable. C'était du domaine des mythes. Parce que d'abord, s'il y a un commencement, il faut l'expliquer. Et ça, philosophiquement, c'est pas très économique. Ça demande de mettre de côté beaucoup d'idées reçues. Donc, Einstein, quand même, parce que on peut se demander pourquoi Friedman, en 24, et surtout Lemaître en 1927, eux disent que les mêmes équations d'Einstein, elles permettent un univers dynamique. Si sa densité moyenne est grande, il va se recontracter après une certaine expansion. Si sa densité moyenne est faible, il va continuer son expansion à jamais. Et le grand mérite de Lemaître en 1927 par rapport à Friedman, c'est d'avoir comparé les deux modèles, est-ce que c'est en contraction ou c'est en expansion, aux observations astronomiques assez rudimentaires et préliminaires qu'il avait à son époque. Ça faisait à peu près 10 ans qu'on mesurait la vitesse apparente des galaxies et il y avait
une observation qui montrait que les galaxies semblaient fuir les unes des autres. Et ça, c'était pas trop certain. Et Lemaitre, dans son intuition, il dit des équations de la relativité, elles sont correctes, elles sont valides. Et quand je regarde les observations, elles me disent que la solution acceptable n'est pas la contraction, mais est l'expansion. Toutes les galaxies, toutes les portions de l'espace s'éloignent les unes des autres, comme si vous collez des petites pastilles sur un ballon que vous gonflez. Les petites pastilles sont collées, mais le fait que le ballon sur sa surface gonfle, les petites pastilles s'éloignent les unes des autres. Donc, les galaxies ne bougent pas, elles sont simplement emportées dans l'espace par, ici, le gonflement du ballon, analogie simpliste, mais correct. Les galaxies sont emportées par l'expansion de l'espace et contrairement au ballon, ce n'est pas bidimensionnel, une surface, mais tridimensionnelle. Et ça, c'est une idée que Albert Einstein rejetait. Il voyait dans ses équations, il voyait dans sa théorie, mais lui, il trouvait qu'il y avait quelque chose de pas correct. Il y avait une erreur dans sa théorie. Il allait plus loin. Quand il a rencontré Lemaitre, ils se sont rencontrés à quelques congrès, Einstein admirait Lemaitre. OK. Il trouvait un magicien des mathématiques, ce qu'Einstein lui-même n'était pas. Einstein a toujours dit, mes mathématiques, moi, je suis pas fort là-dedans, j'ai toujours besoin d'aide pour arriver sans erreur au bon résultat. OK. Et Lemaitre était un magicien des maths, tout le monde le dit, tous les gens qui l'ont connu. Et Lemaitre, quand ils se sont rencontrés pour la première fois, je pense que c'est la fin des années 20, Einstein a dit à Lemaitre, il dit, vos mathématiques sont absolument excellentes, mais votre physique pue. OK. Parce qu'il ne voulait pas accepter la solution physique de l'expansion de l'univers qui impliquait probablement, possiblement, quelque chose où l'univers avait été beaucoup plus petit dans une période passée. Et c'est là que Lemaitre va arriver avec son grand coup de maître, par le maître, le grand coup de son petit article dans la revue Nature en 1931. OK. C'est à ce moment-là que Lemaitre énonce son atome primordial, primitif? Exactement. Donc, OK. En 1931, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réunion, il y avait des réunions fréquentes en Europe, des physiciens, des astronomes et tout, et il y a une réunion à Londres. Et donc, 31, c'est une année clé parce que c'est l'année aussi où Arthur Eddington, dont on parlait plus tôt, de grand physicien, astrophysicien anglais, a traduit l'article original de Lemaitre qui avait été écrit en français pour s'assurer qu'il soit connu par tout le monde. Et là, déjà, l'idée était dans le vent. Que quelque chose qu'il fallait accepter, c'est que s'il y a une expansion, pensez au ballon tantôt comme analogie, donc, plus tôt dans le temps, le ballon était plus petit, l'univers était plus petit, et par la simple physique, tout était plus compact et plus chaud. Donc, ça impliquait un commencement. Et à cette époque-là, c'était janvier 1931, à cette réunion de Londres, Eddington avait fait une analyse de ça et il avait dit publiquement et même écrit que l'idée d'un commencement pour l'univers lui répugnait. C'est juste une parenthèse, c'est quand même intéressant. Eddington, qui n'est pas d'accord avec Lemaitre, prend quand même la peine de traduire son texte en anglais pour le faire connaître à sa communauté, alors que lui-même rejette l'idée. C'est quand même intéressant, la science. Oui, mais Eddington est un de ceux, parmi, on disait à l'époque, il y avait 10 personnes qui comprenaient la relativité générale, et Eddington était parmi ces 10. Oui. Donc, c'était pas un dernier venu. Il avait une très grande autorité morale, entre guillemets, et il était très fort à beaucoup de points de vue. Donc, ça avait du poids. Donc, l'article de Lemaitre, qui paraît dans la revue Nature en 1931, c'est juste une demi-page. OK. Et ça s'appelle, le titre, The Beginning of the Universe from the Point of View of the Quantum Theory. OK. Donc, c'est le commencement de l'univers du point de vue de la théorie quantique. Donc, ce que fait Lemaitre, il dit carrément, contrairement à ce que Eddington a dit,
l'idée d'un commencement n'est pas répugnante, mais elle est abordable du point de vue de la physique quantique. Okay. Juste une parenthèse, à cette époque-là, non seulement on parle de théorie, mais les astronomes mesurent le fait que les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres et s'éloignent de nous. C'est un très bon point. On le voit que l'univers est en expansion. Hein? Mais les données sont encore préliminaires et les premières données un petit peu plus costaudes vont être justement publiées par Edwin Hubble, l'astronome américain qui a donné son nom au télescope spatial Hubble. Donc, et ça, je veux faire une remarque ici. Donc, Hubble va publier les résultats et va asseoir beaucoup mieux l'inférence qu'avait faite 2 ans plus tôt, en 27, donc on est en 29 ici avec Hubble. Donc, du fait que les galaxies, celles qu'on mesure autour, nous paraissent être en mouvement, en éloignement systématique par rapport à nous, par rapport à la Voie lactée. Et les résultats qu'il a, c'est pas tellement plus que ceux de Lemaître de 27, mais ça vient un petit peu corroborer un peu mieux. Et c'est en 31, encore une fois, l'année 31, qui est une année magique du point de vue de la cosmologie, qui va avoir plus de données un peu plus tard avec son collègue Milton Hugh Mason, qui va ajouter des données. Mais ici, je veux faire une remarque parce que souvent, on dit que même c'est écrit dans des textbooks, des livres pour les cours d'introduction à l'astronomie, que c'est Edwin Hubble qui a découvert l'expansion de l'univers. C'est totalement faux. Et je veux ici, pour nos auditeurs qui nous écoutent, Hubble n'a pas découvert l'expansion de l'univers. Il l'a observé. Il n'y a jamais cru. OK, il n'y a jamais cru. Il est mort sans y croire. Oui? Ça a été confirmé par celui qui a pris la relève de Hubble, un des grands astronomes américains, Alan Sandage. Donc, pourquoi Hubble n'y a pas cru? Ça, c'est la question intéressante. Okay. Donc, Hubble, à qui on attribue l'expansion de l'univers, il n'a jamais cru. Et d'ailleurs, quand il parlait, il dit, oui, je vois une relation entre la distance et la vitesse apparente d'éloignement des galaxies. Mais il a émis des doutes sur la réalité de ces vitesses. OK. Il dit, le décalage spectral que je vois, à partir duquel on dérive la vitesse d'expansion, il dit, non, c'est physiquement pas correct parce que les vitesses sont trop grandes. Il n'arrive pas à accepter que ça peut être réel sur le plan physique. OK. En fait, là, d'ailleurs, il ne sera pas le seul là-dedans. Et ça, c'est un petit peu Hubble, avocat de formation aussi, qui est prudent. Il ne veut pas trop se mouiller les pieds et il a une peur bleue de se tromper. Oui. En fait, là, si vous me permettez une parenthèse, je me dis, c'est un peu comme si, parce qu'on a de la misère à comprendre que des scientifiques tels qu'Einstein, Hubble et Eddington se refusent à imaginer un univers en expansion. C'est un peu comme si aujourd'hui, quelqu'un nous disait non, l'univers est statique. Et là, nous, on baigne tellement dans l'idée qu'il y a eu un Big Bang et que l'univers est en expansion qu'on pourrait difficilement accepter cette réalité-là, même si on l'observait. C'est ça le problème de ces chercheurs-là à l'époque. Hein? Claude, je vais juste donner un exemple qui est dans un autre domaine. Il y a une proportion colossale de gens, et je ne parle pas de scientifiques ici, qui refusent d'admettre qu'il y a une évolution biologique des espèces et des espèces vivantes par la théorie de sélection naturelle de Charles Darwin. Et là, on est pas mal de temps après Darwin. C'est ça. Mais là, on a affaire à des astronomes, des scientifiques de haut niveau qui observent l'univers, qui analysent l'univers selon les théories d'Einstein et qui se refusent de voir que l'univers est en expansion alors qu'ils l'ont sous les yeux. Hein. C'est quand même amusant. Oui, mais les données étaient préliminaires. Oui. Donc, Lemaître était à 2 niveaux. D'abord, il comprenait extrêmement bien les équations de la relativité générale. Et d'ailleurs, la relativité générale, on avait montré qu'elle fonctionnait. La courbure de l'espace, la façon dont tout le plan orbital de Mercure tourne autour du Soleil en quelques dizaines de milliers d'années. Et ensuite, d'autres effets à la surface des étoiles. Mais
que l'univers soit en expansion, nous, ça nous paraît normal. Mais d'ailleurs, je vais un peu ébranler nos auditeurs un peu plus loin, là, un peu plus tard dans l'entretien. Mais moi, je suis pas trop surpris qu'il y ait eu cette résistance. Et cette résistance a duré assez longtemps. Surtout quand on passe à l'étape suivante de l'interprétation que s'il y a expansion, dans le passé, tout était plus petit, plus chaud, plus compact. Si on recule dans le temps, le ballon rapetisse jusqu'à ce que devenir un atome primitif dont nous parlait le maître, c'est ça? Et c'est ça, pour continuer avec l'objection que pouvaient avoir Hubble et d'autres, le problème qu'il y avait en 1931, c'est que quand on tournait le film à l'envers, on faisait le mouvement à rebours, le taux d'expansion qu'on observait et que Hubble avait déterminé avec des données meilleures que celles qu'avait utilisées à l'origine le maître, impliquait que ce commencement, entre guillemets, avait eu lieu il y a à peine 2 milliards d'années. Mais la géologie nous disait que la Terre avait 5 milliards d'années. OK. Dès l'époque, on le savait. OK. Donc, il y a une contradiction. C'était donc, là, Hubble, il dit, ça n'a pas d'allure. La Terre ne peut pas être plus vieille que l'univers. Et d'autres choses. Donc, il y avait aussi ces aspects-là qui faisaient que ça posait des problèmes. Mais le maître était très sage. Il dit, la relativité générale, elle est plus costaude, elle est plus prédictive que la fiabilité des données de l'époque. OK. Donc, le maître dit, il faut obtenir des meilleures données. Il faut mesurer un plus grand nombre de galaxies. Et il a fallu attendre jusqu'à à peu près dans les années 1980 pour qu'on trouve finalement, à partir du taux d'expansion de l'univers, un âge équivalent, c'est-à-dire un début d'univers plus vieux que les objets les plus vieux qu'on observait, la Terre, d'autres systèmes stellaires, entre autres les amas-globulaires. Donc, cette question de dichotomie des âges, dont je parle dans le livre La naissance du Big Bang, cette dichotomie des âges, elle a perduré. Donc, il ne faut pas condamner trop rapidement des gens comme Hubble qui restent bien assis sur le siège, qui ne sont pas prêts à miser sur ce cheval fringant qui est l'expansion de l'univers et avec les vitesses qu'il avait à l'époque. Donc, il faut faire attention. C'était une grande prudence pour laquelle il y avait des arguments. Probablement beaucoup plus qu'Einstein. Mais Einstein s'est résolu en 31, quand il y avait le résultat, il dit c'est la solution qui marche et lui, il n'y a eu aucun problème. Hubble est mort en 1953, il est mort en refusant toujours l'expansion de l'univers. D'ailleurs, l'idée aujourd'hui qui est très répandue du Big Bang n'a été acceptée que dans les années 60, si ma mémoire est bonne, et après avoir, entre autres, été ridiculisée par Fred Hoyle. Non, encore une fois, Claude, je voudrais démolir un autre mythe. OK, allons-y. Donc, Fred Hoyle n'a pas ridiculisé la théorie du Big Bang. D'ailleurs, il avait une profonde amitié et admiration pour le maître. Mais Fred Hoyle, comme bien d'autres que j'ai mentionnés jusqu'ici, ne pouvait pas accepter l'idée d'un début, que l'univers n'avait pas eu toujours les mêmes propriétés. Donc, il a proposé avec deux collègues, Hermann Bundy et puis Tommy Gold, des chercheurs autrichiens, une théorie qui était opposée à celle de la maître, d'un univers sans commencement, qu'il appelait un univers stationnaire, la théorie de l'état stationnaire. L'univers est pareil toujours, en tout temps, quelle que soit la direction. Donc, l'idée que les choses se renouvellent à petite échelle, mais à grande échelle, tout reste pareil pendant le temps. Et l'idée de Big Bang, d'ailleurs un mot qui est très inapproprié, a été proposé, le terme a été proposé dans une émission grand public où Fred Hoyle collaborait de la BBC le 28 mars 1949. Mais donc, c'est Fred Hoyle qui propose le terme pour dire que c'est une théorie qui n'a un peu pas d'allure. C'est un Big Bang. Non, non, c'est souvent ce qu'on rapporte.
Et non, il ne dit pas que ça n'a pas d'allure. Il ne veut pas ridiculiser. Il veut juste mettre en opposition. OK. Il dit, je n'ai pas de bang dans ma théorie. OK. Parce que j'ai pas de commencement. Donc, il faut arrêter de répéter que c'est un terme qui était employé par Fred Hoyle pour ridiculiser l'autre. Okay. C'était pour mettre en opposition. Donc, d'ailleurs, Big Bang, une autre chose que je veux déboulonner, un autre mythe, encore une fois, c'est l'idée de Big Bang qui, pour les gens, semble représenter une explosion. Oui, oui. Et l'univers, qui a un commencement comme l'atome primitif de le maître, ce n'est pas une explosion. OK. C'est plutôt comme une éclosion, comme la fleur qui sort de son bouton, OK. entre guillemets, et qui se déploie, ou bien comme la cellule humaine se différencie dans les différentes parties du corps humain après avoir été fécondée. Donc, toutes les représentations du Big Bang que nous montre Hollywood sont totalement erronées. Foutaise. Mais on parle quand même qu'au début du Big Bang, il y a eu un déclenchement d'énergie extraordinairement important. C'est pas ça un peu l'idée de l'explosion? Non. Non. C'est, encore une fois, éclosion. Okay. Le déclenchement, c'est que nous, on regarde ça avec notre échelle de temps. Nous. L'énergie actuelle de l'univers est la même que celle qu'il y avait au début dans le petit paquet. Oui. C'est la fleur qui sort. Donc, au tout début, l'échelle de temps, entre guillemets, qu'on peut associer au phénomène, toutes les choses se passent très rapidement, mais relativement. Pour un photon, d'ailleurs, tout est en photon à l'époque. Et le temps n'existe pas pour un photon. OK, oui. Donc, pour le photon et tout, lui, il va se changer, il va refroidir avec le temps, etc. Il n'y en a pas de temps. OK. Donc, mais nous, on en met une échelle de temps, par exemple. Oui, attention, le temps, ça n'existe pas. Oui, je comprends. OK? Vous ne pouvez pas aller chez Walmart puis acheter une caisse de temps. OK. Vous ne pouvez pas aller chez IGA pour acheter un litre de température. OK. Donc, temps et température, ce sont des descripteurs, ce sont des entités qu'on crée pour décrire l'état de la matière. OK. Dans le cas de la température, c'est pour mesurer les propriétés d'un ensemble d'un gaz, comme l'atmosphère, ou d'un métal. C'est une mesure de l'agitation des atomes et des molécules. Oui. Le temps, c'est un paramètre qu'on prend pour décrire que quelque chose est passé d'un état A à un état B. OK. Donc, c'est quelque chose on parlait tantôt, c'est difficile d'accepter que l'univers aurait eu un commencement. Mais là, je sens les auditeurs là, qui ruent dans le brancard. Il n'y a pas juste les auditeurs, Jean-René. Ouais, mais c'est difficile d'accepter que le temps, ça n'existe vraiment pas. Le temps, ça décrit que quand vous regardez dans un certain passé, entre guillemets, vous étiez plus jeune, votre photo est pas mal différente de la photo que vous prenez aujourd'hui de vous. Oui. OK? Donc, ce que votre âge décrit simplement, c'est que vos cellules ont vieilli, vous avez plus de cheveux gris, vous avez plus de rides. Donc, vous voyez, vous prenez les rides, le nombre de cheveux gris pour décrire votre âge. Vous prenez le battement de votre pouls pour dire, bon, il s'est passé cette durée entre ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant et peut-être ce que je serai le futur. Donc, rappelez-vous ça, le temps ne peut pas être dissocié de l'état de la matière au point A, de l'état de la même matière au point B. Donc, le temps, en fait, du point de vue thermodynamique, décrit la dégradation des choses. Donc, quand je donne l'exemple de notre vieillissement, c'est un bel exemple. L'univers, c'est pareil. L'univers se dégrade. Au début, c'était l'atome primitif. Il y avait une seule particule. Aujourd'hui, il y en a 10 à la puissance 80, à peu près. Donc, on est parti d'un état où il y avait une particule à un état où il y en a 10 à la puissance 80. Donc, ce déroulement, c'est la flèche du temps. Oui. Le temps
est quelque chose qu'on prend pour décrire ces deux états différents. D'accord. Mais comme l'autre exemple simple, les gens dont je parle, la particule unique, l'atome primitif, mais c'est comme vous mettez votre bûche dans le foyer, votre bûche brûle, vous aviez une unité, la bûche, mais 2 heures plus tard, vous avez des milliards de particules de gaz et de cendres dispersées. D'ailleurs, c'est très difficile de les ramener en arrière. Le temps représente aussi la difficulté ou l'impossibilité de revenir en arrière. Exact. Mais si on revient au Big Bang, est-ce qu'il n'y a pas eu au début un dégagement d'énergie considérable en très peu de temps, même si le temps n'existait pas, mais d'où l'idée d'une explosion et non pas d'un phénomène qui s'est développé. Quand vous parlez de l'ouverture d'une fleur, on imagine la fleur qui s'ouvre tranquillement sur l'énergie était parce que le volume était très petit, la densité était très élevée. Et les propriétés d'ensemble faisaient que ça prenait de l'expansion avec le temps. OK. Donc, le temps qui décrivait justement qu'il y avait de plus en plus de particules et que ces particules étaient de plus en plus froides. Comme tout simplement, si vous relâchez de l'air froid, quelque chose, une boule où l'air est froid, si vous êtes à côté de la chambre à air de votre nœud qui explose, l'air est froid. Il y a même du frima souvent sur l'endroit où ça sort. Donc, l'univers qui prend de l'expansion se refroidit. Et le nombre de particules augmente pour toutes sortes de raisons. Donc, oui, au début, il y avait beaucoup d'énergie, mais ça ne change rien à la notion de temps. Okay. Le temps, c'est qu'à cette époque, tout était dans un petit paquet. Très petit paquet qui, finalement, est acceptable du point de vue de la théorie quantique si vous prenez l'idée de Heisenberg du principe d'indétermination. Donc, c'est très difficile à accepter. D'ailleurs, pour les auditeurs qui veulent comprendre, aller plus à fond, et surtout comment l'idée a été émise au départ, et comment elle a été lentement acceptée et surtout souvent refusée au cours des décennies pour renaître finalement dans les années 60. Oui. Mais la notion, l'autre chose ici, je vais donner une autre chose, Claude, parce que c'est important, ça. OK. L'autre chose, c'est que montrer à quel point c'est difficile pour nos conceptions bien terre à terre, là, où pour nous, le temps et l'espace, ce sont des absolus. Là. On pense que, ça peut être acheté chez Walmart, là, contrairement à l'exemple que je vous ai donné. Exactement. Ce sont des descripteurs. C'est souvent des gens demandent qu'est-ce qu'il y avait avant. Oui, c'est ça, la fameuse question. Il n'y en a pas tout quand on arrive au début. Non seulement, je dis, tout devient plus chaud, mais le temps et l'espace s'évanouissent. Oui. Il n'y a pas d'avant. Il n'y a pas d'avant. Et ça, c'est difficile à accepter. Il n'y a pas d'avant parce qu'il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'univers. Il y a la matière pour que ces choses-là existent. Laissez-moi donner une comparaison qui est un peu boiteuse. Bon, Claude, vous connaissez votre alphabet. La première lettre, c'est A. Quelle est la deuxième lettre? B. B. La troisième lettre, c'est C. Mais quelle est la lettre avant A? C'est ça, il n'y en a pas. Ouais. Donc, c'est pas un exemple étourdissant, mais c'est juste du plan d'un point de vue conceptuel pour essayer de s'apprivoiser à cette idée de la cohérence, la synthèse intrinsèque espace, temps avec matière. C'est pas de matière, il n'y a pas question de parler de. C'est comme si vous demandez si vous aviez un endroit dans l'espace ou même en laboratoire où il y avait aucune particule. Et je vous demanderais de donner la température de ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. La température, c'est l'agitation des molécules. Et s'il n'y a pas de molécules, il n'y a pas de température. Et je dirais même, Jean-René, il n'y a pas de thermomètre puisqu'il n'y a pas de matière. Non. Ouais. Mais ça, il faut faire attention aux analogies. Il faut juste les employer pour nous aider à comprendre. Parce que pour s'en sortir, il faut faire appel aux équations de la relativité générale, qui d'ailleurs, parce que je reproduis des textes de Lemaître et que je commande dans ce petit livre, il y a quelques équations.
des équations, si elles vous embêtent, vous continuez à lire le texte, ça ne change pas trop. Absolument. Mais si les équations, vous les aimez, ce sont des simples équations différentielles du premier degré, deuxième degré. Donc, le genre de choses que les auditeurs qui ont fait les maths du niveau universitaire n'auront pas trop de problèmes avec. Exactement. Si on saute un peu dans le temps, pour faire un petit jeu de mots, le maître attention quand on saute dans le temps. C'est ça, exact. Non, mais le maître est décédé en 1966. Oui. Est-ce que au moment de son décès, l'expansion de l'univers est acceptée? C'est un fait accepté? Le Big Bang, à peu près ou pas tout à fait? Qu'est-ce qu'il a su au moment de son décès de toutes ses recherches? Donc, le plus grand, les prédictions que faisait le modèle de Lemaitre avec Big Bang étaient déjà à peu près toutes confirmées, réalisées. Et en même temps qu'elle confirmait la vision de Lemaitre, elle détruisait le modèle d'état stationnaire de Fred Hoyle. Donc, la première chose dans le modèle de Lemaitre, c'est que c'était plus chaud dans le passé. Donc, en astronomie, on a l'avantage de remonter le passé. Parce que la vitesse de la lumière voyage à une vitesse finie, 300 000 km par seconde. Et plus on regarde loin, plus on voit dans le temps, dans le passé. On recule, on remonte le temps. C'est ça. Dans la théorie d'état stationnaire, quand on regarde de plus en plus loin, les galaxies devraient toujours nous paraître les mêmes. Absolument. La densité d'objets devrait toujours paraître la même. Les choses se renouvellent, mais tout reste pareil. Ça a été abattu, démontré comme étant incorrect, c'est-à-dire on a démontré que plus on regarde loin, les galaxies ne sont plus comme celles qui sont proches de nous. C'est comme si on regardait des familles et on regarde des portraits où tout le monde est de plus en plus jeune. Exactement. Tandis que l'album photographique de Hoyle, dans l'état stationnaire, on n'aurait jamais changé. On n'aurait jamais changé. Donc, ça, c'est une première faille importante. La deuxième faille, c'est qu'on mesure, au début des années 60, un plancher dans l'abondance de l'hélium. L'hélium, c'est 4 hydrogènes qui ont été mis ensemble. C'est le deuxième élément dans le tableau périodique. Et on montre que c'est l'élément le plus abondant après l'hydrogène. Il y a 25% d'hélium en fraction de masse dans tous les objets qu'on observe. Stellaire. Les planètes, ils ont fait d'autres choses avec ça. L'univers, à travers l'univers. Donc, il y a un plancher. Et c'est une quantité colossale que on ne peut pas produire à partir des processus de fusion thermonucléaire qui ont lieu dans les étoiles, qui convertissent l'hydrogène en hélium. L'hélium actuel qu'on observe, il y en a peut-être que 1 ou 2% de la masse totale qui a été produite dans les étoiles et réémis dans le milieu interstellaire et qui a permis de former les nouvelles étoiles. Donc, on a un plancher d'abondance de l'hélium qui a été prévu par les gens qui ont pris la relève de Lemaitre, George Gamow, Ralph Alpher et Robert Ehrman, des gens qui travaillaient à l'Université George Washington à Washington et qui ont justement prédit qu'on devrait observer. Et ça, les gens voulaient pas... Le Big Bang n'était pas très populaire parmi les astronomes et les physiciens parce que on n'aimait pas trop le commencement, encore une fois. Donc, et ça a été une prédiction et les gens, maintenant, quand on a observé que justement le niveau de fraction de masse dans tout était à peu près partout le même. Les autres éléments plus lourds, eux autres, ils variaient beaucoup. Mais cet hélium-là était là comme l'éléphant dans la pièce, partout. Donc, et d'ailleurs, cette mesure était très importante. Moi-même, j'ai fait des observations de spectroscopie dans les années 90 pour mieux établir cette fraction de masse qu'on observait dans certains objets, surtout des objets qui étaient considérés plus jeunes, plus primordiaux. Donc ça, deuxième argument en faveur qu'il y a eu au début une phase très chaude qui a permis la fusion de l'hydrogène en hélium.
ça s'est produit, là, pour revenir à notre paramètre temps, ce qui correspond à notre échelle à peu près à 10 minutes après l'éclosion initiale. OK. Donc, et troisième chose, brutale, incroyable, c'est la perspective qu'avait émise le maître dès le début, qu'il y aurait un vestige du début chaud. Il parlait pas tellement du plancher d'hélium parce qu'il y avait, lui, il interprétait tout ça un peu différemment. Mais il dit qu'il y a un vestige qui nous reste du début. OK. Donc, il a dit que c'était les rayons cosmiques, les particules de très haute énergie qu'on observe dans l'espace et qui nous arrivent dessus, qui sont responsables des mutations. Donc, ça s'est révélé ne pas être le cas. Mais le vestige, il existe vraiment. Et c'est ce fameux rayonnement fossile, c'est-à-dire une lueur qui remplit l'univers. Une chaleur relative, 2,7 degrés Kelvin. OK? Donc, qui est, en quelque sorte, la lueur ou la chaleur rémanente de cette phase initiale. C'est un petit peu compliqué, là. Je l'explique, entre autres, dans 30 images. Est-ce qu'on peut dire que s'il n'y avait pas eu de Big Bang, il n'y aurait pas ce résidu? Non. D'ailleurs, quand c'était découvert, détecté, ce rayonnement de micro-ondes uniforme partout dans le ciel, l'équipe de Fred Hoyle a sorti toutes sortes de moyens pour essayer d'expliquer ce rayonnement et ils n'ont jamais réussi. Donc, et pour toutes sortes de raisons, on a réussi à asseoir cette découverte qui s'est faite en 1964, complètement par hasard, par deux chercheurs travaillant au laboratoire Bell au New Jersey. Donc, ils ont tout essayé, mais ça a été, je dirais, le troisième coup de massue ou de clou dans le cercueil de l'état stationnaire, mais la troisième victoire colossale de Lemaitre et qui a été mise au courant, en effet, juste avant sa mort de cette découverte et qui s'en est réjoui, évidemment. Oui. J'aimerais vous parler, on va bientôt terminer le balado, j'aimerais vous parler un peu du personnage qu'il est, Georges Lemaitre. On en parle comme d'une personnalité très agréable, très jovial, bonne fourchette, plein d'humour. C'était quelqu'un de très agréable à fréquenter, si j'ai bien compris. Tout le monde voulait s'accompagner. D'ailleurs, parce qu'on a parlé beaucoup de Fred Hoyle, qui était loin d'être un ennemi. Dans les années 50, 52, ils ont participé ensemble à un colloque scientifique organisé par l'Académie pontificale des sciences. Donc, et ils ont Fred Hoyle et sa femme Barbara ont décidé de voyager ensemble avec Georges Lemaitre. Donc, ils ont monté l'Italie, les Alpes, l'Italie et tout. 2 semaines de temps. Et Hoyle, c'est ça, il a fait son commentaire à quel point il avait trouvé la compagnie agréable, mais il a dit jamais dans sa vie il aurait imaginé qu'il pouvait aller dans des si bons restaurants et ne jamais payer. OK. Parce que le maître était chanoine, il avait un peu sa réputation. Il n'y a pas un restaurant qui faisait payer le repas d'un chanoine. D'un chanoine, OK. Un homme d'église, le maître était prêtre. Oui. Un homme d'église, quand il allait au restaurant. Et le maître savait choisir les plats. Donc, il était une bonne fourchette, un grand amateur de champagne. Donc, un personnage extraordinaire, un mathématicien superbe, un professeur beaucoup aimé de ses étudiants, même si, dans bien des cas, il trouvait ses cours incompréhensibles. OK. Et je pense que dans votre livre, vous relatez qu'il arrivait souvent en retard à ses cours, surtout l'après-midi, parce qu'il était occupé à manger au restaurant, mais les étudiants l'attendaient pareil. Oui, c'était le contraire de classes d'aujourd'hui. C'est ça que je t'ai posé. Est-ce que c'était votre cas, Jean-René? Est-ce que vos étudiants vous attendaient quand vous arriviez en retard? Non. En fait, c'était plus discipliné. Et d'ailleurs, un autre épisode comme quoi il aimait s'amuser. Une fois, je pense qu'il y a eu une promotion dans l'église. Là, je ne sais pas si c'est charmant. Il est arrivé à son université. Il était à l'université de Louvain. Il est arrivé habillé tout de rouge en cardinal. Hey boy! Et là, ça a été l'ovation parce que lui, il utilisait un peu le protocole, mais il n'accordait pas tellement d'importance. Oui. D'ailleurs, vous soulevez un point qui est un peu intriguant. Hein? Le maître, c'est un religieux, c'est un prêtre et qui fait de la recherche scientifique. Il n'y a pas un peu une contradiction, surtout si vous dites qu'il y a eu un commencement dans l'univers.
ça s'oppose pas un peu à nos conceptions religieuses que Dieu a toujours existé, etc. Il y a pas de contradiction. Non, au contraire, aux grandes dames de Lemaître, ça a été récupéré, c'est entre autres pour l'Église catholique, pour dire, hey, ça confirme la Genèse, le récit de la Genèse. Oui. Là, quand Lemaître entendait une affaire pareille, là, il grimpait dans les rideaux. Oui. Et d'ailleurs, il a réprimandé le pape. Là, pour pas s'être mêlé de s'être mêlé d'autres affaires qu'il comprenait pas. Donc, mais il y a quand même pas une contradiction entre avoir des croyances religieuses et faire de la science? Non? Bon, ça dépend. Au niveau individuel, disons, j'ai vu des statistiques, là, c'est Yves Gingras, notre sociologue, qui est le plus à l'affût de ça. En gros, on estime par les sondages qui ont été faits, j'espère assez fiables, qu'à peu près 10% des scientifiques contemporains qui sont religieux. Dans le passé, on n'avait pas tellement le choix. Là. C'est ça. Donc, ils ont un attachement religieux. Moi, j'ai travaillé avec des gens, la plupart étaient agnostiques et athées, mais je connais de mes collègues avec qui j'ai collaboré, qui étaient à peu près de tout acabit, là, des mormons, des anglicans, des calvinistes, des juifs, pratiquants et non pratiquants. Donc, j'en ai eu toutes les sortes, entre autres un de mes collègues qui a été directeur des observatoires nationaux du Japon, Shoken Miyama, qui est un moine bouddhiste. Okay. Donc, non seulement était directeur de l'observatoire et un astronome renommé en astronomie infrarouge, mais il était aussi un grand amateur de sumo. Okay. Comme Lemaître aimait bien la bonne bouffe. La bonne bouffe et le champagne. Mon collègue moine bouddhiste, directeur des grands observatoires, était un amateur de sumo, de lutte japonaise. Okay. Donc, le problème avec la religion, là, je ne veux pas embarquer là-dedans, là, c'est plutôt au niveau institutionnel. Là, l'incompatibilité c'est l'impossible dialogue, comme Yves Gingras l'a si bien décrit dans un de ses livres récents. Oui. OK. C'est au niveau des institutions que ça pose problème et non pas au niveau de ses croyances. Oui, peut-être par des individus. Mais moi, dans ma vie professionnelle, plusieurs décennies, dans 7 pays différents du monde, on est vu de toutes les religions, j'ai jamais eu un collègue où j'ai senti que sa pratique religieuse personnelle, une petite fraction, mais j'en ai eu quand même pas mal, a influencé le moindrement son jugement scientifique, le genre de travaux qu'il ou qu'elle faisait. OK. Mais c'est intéressant la nuance que vous apportez. Il y a les croyances personnelles, puis il y a les institutions qui, elles, peuvent poser problème. D'ailleurs, c'est intéressant, juste des anecdotes. Oui, allez-y. Des anecdotes, surtout que Lemaître s'y prête tellement. Ben oui. Donc, 2 anecdotes reliées un peu à ce que vous soulevez. Justement, à un moment donné, il y a, des journalistes qui lui ont demandé, Monseigneur Lemaître, on l'appelait Monseigneur, Germain Lemaître, est-ce qu'il y a quelque chose de valide dans le récit de la Genèse? OK. Lemaître dit oui. Il dit Dieu a imposé un 7e jour à la création pour se reposer, réfléchir et prier. OK. Première chose. Tout ce qu'il y a de vrai. Voici un élément valable. OK. De la Genèse. On parlera pas des 6 au jour. Donc, un autre épisode intéressant, Lemaître se retrouve sous le règne du pape Jean XXIII, qui a succédé à Pie XII. Pie XII s'était mis les plats avec l'histoire justement de Big Bang. Donc, Jean XXIII consulte, c'était les gens d'un certain âge se souviennent de l'époque du Concile Vatican II. Donc, Jean XXIII demande à Lemaître, est-ce que l'Académie des sciences pouvait se poser sur certaines questions où l'Église pourrait officiellement aider la science? OK. Et Lemaître lui répond carrément, je sais pas comment, sa sainteté, Jean XXIII, oui. Mettez donc la fête de Pâques à une date fixe. C'était sa seule intervention. Il a dit à l'Église, c'est là que vous pouvez agir. Oui. Pas en science. Non. C'est ça. Mettez de l'ordre dans vos affaires. Oui. Et puis, comment le récit de la Genèse peut nous aider? Pensez au 7e jour. Au 7e jour. On a tendance à oublier énormément de nos jours, sauf qu'avec
la COVID et certaines contraintes, ça nous a amené à fermer le dimanche puis rester un peu plus tranquille. C'est ça, exactement. En terminant... Vous voyez le sens de l'humour, une personne absolument extraordinaire. Absolument charmant. En terminant, j'aimerais qu'on parle un peu de votre livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, là, Georges Lemaître, la naissance du Big Bang. C'est un beau petit livre qui se lit bien, mais j'aimerais ça que vous me le présentez dans vos mots. Ouais. Donc, en fait, c'est un livre, je suis très heureux, d'ailleurs, je l'ai vu annoncer, La naissance du Big Bang, dont les auteurs sont Georges Lemaître et Jean-René Roy. Ah, c'est bon, ça! Ça, j'en suis d'une fierté et je pense que Georges Lemaître aurait grandement apprécié. Donc, l'histoire de ce livre-là, c'est suivant. Donc, le petit livre, c'est le livre que je présente. En fait, je présente un ouvrage original de Georges Lemaître, publié en 1946 par les éditions du Griffon de Neuchâtel en Suisse. Et j'ai repris les textes des conférences qui ont formé ce petit livre de 1946. J'ai trouvé d'une pédagogie et surtout d'un regard historique sur les grandes idées de physique, d'astrophysique et de cosmologie. On voit par 5 conférences que donnait Lemaître en 1929. Donc, rappelez-vous, il découvre l'expansion 27, il propose le Big Bang en 31. Donc, 5 conférences, grand public, un public assez informé, comme vous pouvez le voir par le texte des conférences, en 29 et la dernière est en 45. Donc, 5 conférences. Et ce sont des portraits extraordinaires. Mais Lemaître est jamais facile. Faut faire un peu de judo avec lui quand on le lit, dans des détails, mais quand faut pas s'enfarger, il faut continuer à lire. Et j'ai fait à chaque conférence un commentaire d'à peu près une demi-douzaine de pages pour mettre en contexte ce qu'il disait, montrer où il s'est trompé, montrer où tout a été confirmé, etc. Donc, faire le portrait à travers le temps des connaissances, et c'est absolument fascinant. Et j'ai fait évidemment une introduction, je présente le personnage, l'ouvrage, comme on vient de le faire, et j'ai aussi fait une postface qui est plus détaillée, peut-être qu'il y a une douzaine de pages, où je montre comment l'idée a été reprise dans les années 60. À ce moment-là, Lemaître ne travaillait plus vraiment sur la cosmologie comme telle. Il était embarqué, il était passionné de mathématiques, et lui, il a tout de suite vu le potentiel des ordinateurs. Il a fait acheter les premiers ordinateurs qui étaient sur le marché, puis les utilisait pour faire des analyses, des calculs, de type d'intégrale très complexe comme tel. Donc, parce que la réception avait été plutôt froide à ces idées. Oui. Ben, il était bouleversant, ces idées, hein. Fait que c'est dur à accepter des idées bouleversantes. Et puis, l'autre chose, il faut se rendre compte qu'il n'a jamais fait la description détaillée des processus physiques qui impliquaient son hypothèse, ce qui est devenu la théorie du Big Bang. J'aime pas le mot Big Bang. Et même James Peebles, qui a eu le prix Nobel de 2019 en physique pour son travail sur l'univers jeune, n'aime pas le Big Bang. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent se débarrasser de cette expression, surtout que les gens pensent que c'était pour ridiculiser l'idée de Lemaître. Et ce n'était pas le cas. Comment on devrait l'appeler à ce moment-là si on ne parle pas du Big Bang? Je ne sais pas, il faudrait demander aux cosmologistes comme tel. Peut-être qu'il faudrait faire un concours avec des enfants là, après leur avoir expliqué comme il faut. Une explication correcte de ce qui peut-être s'est passé. Donc, ça reste une théorie qui est celle qui décrit le mieux l'univers tel qu'on l'observe aujourd'hui et tel qu'on peut le voir en remontant dans le temps avec nos télescopes. C'est ça. Mais la théorie pourrait changer éventuellement. Ça change tout le temps. C'est ça. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est justement, on voit comment la science fonctionne, comment la science évolue, comment la science se développe au fil des textes, au fil des conférences que fait Lemaître. Et c'est encore là, c'est une plongée de voir que la science, c'est pas quelque chose d'immuable, comme l'univers d'ailleurs. C'est quelque chose qui est dynamique, qui change tout le temps. Et les conceptions qu'on a aujourd'hui, vont évoluer dans le temps et dans 100 ans ou dans 200 ans, ce sera autre chose. Sauf que, au fur et à mesure, Claude, il y a un corpus de choses. Oui, absolument. La Terre, c'est une sphère légèrement aplatie avec des petites bosses et tout, etc. Ça, c'est établi. On s'en sort pas. La Terre tourne autour du Soleil avec les autres planètes. C'est ça. Ça, c'est fait. On est à 26 000, tout ça, notre ensemble, on orbite autour d'un centre
de la Voie lactée, l'immense ensemble d'étoiles auxquelles on appartient, 100 milliards d'étoiles. On est à une distance actuelle d'à peu près 26 000 années-lumière et on fait le tour du centre à peu près en 250 millions d'années. Et on voit autour de nous beaucoup d'autres voies lactées. Donc, tout ça ne changera pas. Il y a comme, oui, ça change, mais il y a toujours un corpus Absolument. qu'on rend plus solide, mieux établi. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de ce corpus, il n'y a pas des surprises qui nous attendent. C'est toujours comme ça. Mais c'est ça que je voulais faire pour revenir à un autre livre sur la science qui surprend, éclaire et dérange. C'était de montrer cet aspect-là plutôt dynamique. Mais en rappelant que le corpus de choses acquises, bien établies, il croît avec le temps. C'est ça, c'est un édifice. La science est un édifice qu'on construit. Moi, j'aime bien l'idée de Pascal que c'est une sphère qui agrandit. Le volume grandit, mais la limite de la sphère, elle ce qui est dans la sphère ne change pas. L'inconnu. C'est ça, exactement. Écoutez, Jean-René, ça a été absolument passionnant. Ça fait une autre super belle entrevue. Et j'ai l'impression qu'il va falloir se reparler éventuellement. Il y a probablement un prochain livre en chantier, puis on va continuer. Écoutez, vous êtes vraiment un très bon vulgarisateur. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de bien pas traverser la pandémie comme tous ceux et celles qui nous écoutent. Et rappelez-vous que température et temps sont des descripteurs. Même si dehors, il fait moins 10. Merci à tout le monde. Le livre en question, bien, le titre, je vous le dis, c'est Georges Lemaître, La naissance du Big Bang, présentation et édition critique de Jean-René Roy. Ce petit livre offre un exceptionnel portrait des idées en astronomie et en cosmologie et de leur évolution entre les années 20 et les années 50. Vous assisterez en le lisant à la naissance du Big Bang. Vraiment un livre à se procurer dans toutes les bonnes librairies. Il va y avoir aussi un fascicule PDF de l'entrevue que vous venez d'écouter. Ce sera disponible sur notre plateforme patreon.com pour tous ceux qui contribuent à notre projet en sociofinancement. Donc, pour ceux qui contribuent pour au moins 5 $. Je veux d'ailleurs saluer et souhaiter la bienvenue à Stéphanie Bond, qui s'ajoute à l'équipage et en plus, elle nous donne plus que 5 $. C'est très généreux. Alors, bienvenue et merci beaucoup, Stéphanie. Il y a aussi Gabriel Lambert qui a mis à jour ses informations de carte de crédit. Normalement, je dis jamais ça, mais il nous a envoyé un message sur Patreon pour s'excuser des délais et j'ai trouvé ça un peu drôle et en même temps, c'est tellement pas grave, là. Aucune excuse à y avoir. Déjà que vous contribuez une seule fois, Claude et moi, ça nous dérange pas. Il y a certaines personnes des fois qui vont faire un abonnement de 5 $ ou plus, souvent c'est plus, et on peut s'imaginer que c'est leur contribution et une unique contribution, ils ramassent toutes les MP3 et les PDF exclusifs et ensuite ils se désabonnent et ça nous dérange aucunement, puis vous êtes remerciés un jour ou l'autre dans un de nos balados quand ça se produit. Il y a aussi Pierre-Luc Maillet qui a augmenté sa contribution et Udic Niargims qui a aussi augmenté sa contribution. Merci beaucoup. Merci pour vos beaux messages aussi. Merci à tous nos patrons qui nous encouragent. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Franchement, c'est toujours un plaisir de recevoir Jean-René à notre émission. Je sais pas, mais j'en parlais à Claude l'autre jour. On a l'impression lorsqu'il parle, lorsqu'il s'exprime, Jean-René, qu'il s'exprime comme un livre. C'est un communicateur exceptionnel, c'est un professeur exceptionnel. Et c'est toujours un plaisir de l'écouter parler de l'espace. C'est ce qui met fin à cette émission. Sur ce,
où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.